Alors, bonsoir. On va dire bonsoir parce qu'il fait noir très tôt. Bienvenue à l'UQAM. C'est un plaisir de vous accueillir physiquement et virtuellement également. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en mode virtuel pour cette conférence sur l'économie mondiale. Alors, je me présente, François Audet. Je suis professeur à l'École des sciences de la gestion ici à l'UQAM. Je suis directeur également de l'Institut d'études internationales de Montréal. Et nous organisons cette conférence en partenariat avec nos collègues de l'École des sciences de la gestion, ainsi que nos collègues de l'équipe de recherche en économie et inégalité des territoires. Euh, la conférence d'aujourd'hui, donc, est sous le thème de l'insécurité, des insécurités. Je crois que c'est un euphémisme de dire que on vit dans une ère de polycrise, hein, où les défis, les enjeux et les crises se superposent et s'exacerbent. La guerre en Ukraine, qui vient de maintenant passer le cap des 1000 jours, qui se prolonge et continue à perturber évidemment les chaînes d'approvisionnement. Le conflit, hein, au Proche-Orient qui s'est maintenant régionalisé avec la CPI aujourd'hui, comme vous le savez, qui a annoncé un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien. On est dans une ère également de transition énergétique. La COP, d'ailleurs, qui se déroule actuellement en Azerbaïdjan, se termine sous peu. Un de nos invités, d'ailleurs, y était jusqu'à tout récemment. Évidemment, changement climatique, tensions commerciales existantes entre les États-Unis et la Chine, qui risquent, comme vous le savez très certainement, on n'ira pas trop là-dedans, mais d'être exacerbées par le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Alors tout ça, hein, c'est une belle toile de fond. Pendant qu'on regarde ça un peu avec du popcorn sur nos écrans, il se passe des choses importantes en matière de relations internationales, de relations économiques. Il y a des enjeux extrêmement importants pour notre propre sécurité dans nos chaînes d'approvisionnement et dans le développement économique du Québec et du Canada. Alors voilà un peu la table sur laquelle on va essayer de se pencher aujourd'hui avec nos experts invités que je remercie évidemment d'avoir accepté notre invitation. Avant de laisser la parole à notre modératrice, je voudrais quand même rapidement saluer et remercier nos panélistes experts, mon collègue Julien Martin, donc et les autres membres du DEIT présents dans la salle. Également, Madame Mélanie Raymond, économiste en chef et directrice générale des relations économiques internationales par intérim à Affaires mondiales Canada, et Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, et je tiens à le dire également, un diplômé quand même de l'UQAM. Alors, re-bienvenue chez toi, Hubert. Euh, je vais maintenant présenter notre modératrice et tout de suite passer la parole par la suite à mon doyen. Alors, Sarah, merci d'avoir accepté notre invitation de modérer ce panel. Sarah est donc membre du Cyrano depuis 2002. Elle est attachée à la PDG, à la présidente directrice générale, partenariat académique et projets spéciaux. Euh, Sarah a travaillé une dizaine d'années dans le monde des ONG, ainsi qu'au ministère des Relations internationales et de la francophonie et à la Caisse de dépôt et de placement. Et elle aussi, une diplômée de l'UQAM. Bienvenue chez vous. Je remercie évidemment notre partenaire, l'École des sciences de la gestion, et comment mieux le remercier en laissant la parole au doyen. Comlan, merci d'avoir accepté de livrer ce petit mot d'introduction et merci à toi et ton équipe pour le soutien dans l'organisation de cet événement. Bonne conférence. C'est toujours difficile de prendre la parole après François. Mais merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et bien évidemment, je remercie infiniment nos panélistes, surtout s'il y a certains qui sont sur le décalage horaire, euh, d'avoir accepté de discourir sur un sujet on ne peut plus d'actualité. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas d'élections américaines, mais quand même, c'est un souci. Et je remercie aussi l'IEIM qui travaille au rayonnement de l'université dans son ensemble et surtout que le directeur de l'IEIM, c'est un prof de l'ESG, la meilleure faculté de gestion au Québec et au Canada. Et puis également l'équipe de recherche sur le développement économique et les inégalités des territoires. Donc, le terme de cette conférence, polycrise,
ne peut pas être plus d'actualité. Genre, on chercherait quelque chose d'encore plus d'actualité qu'on aurait du mal à le trouver avec les crises géopolitiques, les crises économiques, environnementales ou sociales dont les effets se répercutent à travers le monde. François a déjà parlé de la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, mais aussi les changements climatiques. Je dis que je ne vous parlerai pas d'élections américaines où le locataire de la Maison-Blanche, mais s'il se retire encore de la COP 29, les migrations, on en parle aussi, la famille et les relations complexes entre les États-Unis, François, je dirais pas seulement la Chine, mais le reste du monde, les relations qui vont se complexifier. Ces défis fragilisent quand même de nombreux secteurs, le marché, les investissements et donc la qualité de vie de nous tous ici au Québec et au Canada. Aujourd'hui, je les remercie encore. Nous avons la chance d'accueillir 3 experts qui nous offriront les perspectives éclairantes pour nous aider à comprendre et surtout anticiper les conséquences de ces crises. François vous a déjà présenté, donc je vais raccourcir mon discours, Madame Mélanie, Monsieur Bolduc, Julien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à ce colloque et bien sûr Sarah de modérer, je suppose, de maître, on dit. Euh, à l'ESG, j'aime bien parler aussi de l'ESG parce que ces crises font écho aux transitions que connaissent nos sociétés. À l'ESG, on a identifié 5 transitions qui touchent autant la formation, la recherche et les services à la collectivité. Il y a la transition entrepreneuriale, transition socio-écologique ou socio-environnementale, transition économique et financière, transition numérique et transition des milieux de vie. On a plusieurs chaires de recherche qui travaillent sur ces transitions. François a oublié de dire quand même qu'il dirige l'Observatoire canadien sur les crises et l'humanitaire. On a aussi la chaire de recherche sur la décarbonisation et on a plusieurs chaires dans ce domaine-là, mais on a aussi des formations axées sur ces transitions, comme le programme court en intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation des investissements, et aussi le programme en responsabilité des organisations, ainsi de suite. Et c'est une fierté pour moi de diriger une école qui embrasse les enjeux actuels de la société. J'aime bien parler, même si plusieurs ne sont pas diplômés de l'école, j'aime bien parler de l'école. Euh, on a 116 diplômés, quand j'en parlais, 116 000 diplômés, et on a diplômé plus que n'importe quelle autre école de gestion au Canada. Et c'est quelque chose qui montre notre impact sur la société, sans faire de compromis sur l'excellence. Parce qu'on vient d'avoir l'accréditation internationale de l'AMBA qui nous place dans les 1 ou 2% meilleurs programmes de MBA au monde, puisque c'est une accréditation internationale. On a aussi le BGA, Business Graduates Association. On est inscrit aussi les principes de responsabilité en gestion dans le domaine de l'éducation. Je pense que l'école est sur la bonne voie et on est en train aussi de développer d'autres accréditations internationales que l'on veut avoir pour faire rayonner l'école. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté de participer. Je remercie François qui participe activement au rayonnement de l'école. Merci aussi à toute l'équipe organisatrice et bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Oh, je ne sais pas gérer la distance. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je suis ravie d'être avec vous pour parler donc de l'économie mondiale en temps de polycrise. La polycrise, donc, c'est le
fameux concept qui a été popularisé par Edgar Morin à l'époque pour parler de la rencontre simultanée de crises interconnectées. Je ne veux pas les répéter, on vient de les dire, mais la particularité de ce terme, c'est qu'il ne s'agit pas juste de mettre en coexistence des crises parallèles, il s'agit de crises qui s'interconnectent et qui s'intensifient mutuellement. Et tout ça, ça a tendance à amplifier l'incertitude, à fragiliser les systèmes en place et donc à complexifier la gestion des risques, la planification, autant pour les gouvernements que pour les entreprises. Et sur le plan économique, ça se traduit par des crises combinées ou même carabinées qui génèrent des tensions inédites. Je pense par exemple aux tensions des chaînes de valeur mondiale qui étaient jusque-là synonymes d'efficacité et de prospérité et qui sont aujourd'hui mises à rude épreuve, notamment par des perturbations logistiques, des chocs climatiques, l'intensification des politiques protectionnistes, etc. Et à tout ça, on ajoute les exigences croissantes en matière de tension, de transition énergétique et la nécessité de mieux intégrer justement les questions d'équité sociale et climatique dans nos politiques publiques, tout en répondant aux tensions commerciales et aux inégalités grandissantes. Et le Canada, comme beaucoup d'autres économies, ressent l'impact de ces enjeux, sa forte dépendance aux exportations, particulièrement envers les États-Unis, qui représentent 70% des échanges commerciaux, peut-être même plus si on ajoute ce qui transite par les États-Unis. Il y a d'ailleurs un cahier scientifique de Florian Ménéris et de Julien Martin que vous trouverez sur le site du Cyrano qui en parle. Ils disent la dépendance aux États-Unis est pire que vous ne le pensez. C'est le titre. Alors vous irez voir ça. Dans tous les cas, en fait, ça rend le Canada assez vulnérable aux politiques protectionnistes des États-Unis. Mais en même temps, on dispose quand même de certains atouts. On peut jouer un rôle clé dans les énergies renouvelables, dans les minéraux critiques qui sont d'ailleurs essentiels à la transition énergétique. Et on dispose aussi d'un fort potentiel dans le domaine des nouvelles technologies. Et en même temps, et c'est particulièrement vrai pour le Québec, on doit faire face, on doit naviguer dans un environnement où il y a de plus en plus de tensions au niveau des ressources, je pense notamment aux ressources humaines. On doit aussi anticiper la gestion d'autres ressources critiques, et là je pense par exemple à l'eau douce, qui pourrait être une ressource d'importance capitale pour le Canada et qui pourrait constituer un enjeu significatif pour le Canada à l'avenir. Bref, les points de tension sont nombreux. Et d'ailleurs, il y a le Global Risk Report de 2024 qui mettait en évidence les impacts de tous ces risques sur les systèmes financiers, sur les approvisionnements critiques, la sécurité alimentaire, avec les répercussions à plus ou moins long terme que ça peut avoir sur la résilience économique des nations de façon générale. Donc, face à tout ça, comment le Canada, en tant qu'économie de taille moyenne, se positionne face à ces vulnérabilités? Comment le pays s'adapte et fait évoluer ses priorités économiques tout en gardant le cap et en faisant preuve d'une certaine cohérence? Et quelle est la réponse des acteurs du milieu et du tissu industriel face à tout ça? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous et par ordre d'intervention Mélanie Raymond, qui est l'économiste en chef et directrice générale des relations économiques internationales par intérim à Affaires mondiales Canada. Elle y est depuis 2018 en tant que directrice de l'analyse de l'investissement et du développement. Elle dirigeait des analyses courantes et des recherches sur les investissements directs étrangers entrants et sortants, ainsi que sur les questions de développement international. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans 5 ministères du gouvernement fédéral, dans une variété de rôles et de dossiers, y compris le Bureau du Conseil privé et le ministère des Finances du Canada. Son rôle actuel lui permet de mettre à profit son expérience en matière de recherche et de politique pour soutenir les efforts du Canada à l'échelle internationale. Et elle est aussi titulaire d'un doctorat en économie de l'agriculture et des ressources naturelles de l'Université de Berkeley en Californie. Merci Mélanie d'être avec nous.
Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Julien Martin, professeur au département de sciences économiques à l'ESG UQAM et responsable de l'équipe de recherche sur le développement économique et les inégalités du territoire, le DEIT. C'est aussi un chercheur et fellow Cyrano, associé au thème économie mondiale et au pôle de recherche en sciences des données sur le transport et le commerce mondial. Spécialiste de l'analyse quantitative des données individuelles d'entreprises, il s'intéresse à l'économie internationale, l'économie urbaine et la taxation des entreprises. Et ses travaux portent notamment sur les liens internationaux des entreprises et leurs conséquences pour les dynamiques économiques locales. Il est aussi éditeur associé à European Economic Review et l'auteur de nombreuses publications académiques et a participé à plusieurs rapports et notes d'orientation politique. Merci Julien. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Hubert Boldu, qui a été nommé en 2019 président d'Investissement Québec International, l'agence de prospection des investissements étrangers et d'aide à l'exportation de l'État québécois. Précédemment, il était président directeur général de Montréal International et haut fonctionnaire dans la fonction publique québécoise. Il était aussi vice-président communication et affaires publiques chez Cascade de 2004 à 2012. Il a aussi occupé le poste de conseiller du Premier ministre du Québec de 2001 à 2003. Il siège également sur de nombreux conseils d'administration, le Palais des Congrès de Montréal, Beneva, Scalea et Force Avenir et le port de Bécomo. Merci Hubert d'être avec nous. Merci à tous. Sans plus tarder, j'invite Mélanie à prendre la parole. Merci beaucoup, Sarah. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci donc à l'Institut pour m'avoir invité à partager avec vous certaines vues. Je vais surtout vous parler un peu contexte, parce qu'on parle beaucoup dans les journaux de crise, mais le contexte n'est peut-être pas si terrible que les journalistes aiment nous faire croire. Parce que s'ils n'ont pas une crise, ben, vous n'allez pas les lire. Et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'admiration pour leurs journalistes. Mon papa était journaliste. Alors, c'est moi qui contrôle. Je ne sais pas où je dois pointer. Ah, on y est. Bon. Et je suis désolée, c'est vraiment très petit. Je n'avais pas pensé à la taille de la salle, alors je suis désolée. Alors, je voulais commencer par peut-être juste vous situer en termes de le commerce, à quel point c'est important pour le Canada. Donc, vous avez une série de pays à l'écran. Et puis, bon, on a bien mis le Canada en rouge. Alors, vous pouvez voir il est le quatrième en termes d'importance du commerce par rapport en pourcentage du PIB. Donc, le commerce est clairement très important pour le Canada. En termes de pourcentage du PIB, on parle de 67 en général, les petites nations comme le Canada ou la Norvège, qui se trouve être le deuxième en haut du graphique, ont vraiment besoin du commerce. Puis le commerce va être une part importante de leur PIB. Par contre, il y a plusieurs pays européens là-dessus, par exemple l'Allemagne, la France, l'Italie, qui sont tous dans le top 5, si vous me permettez l'expression. Mais c'est parce qu'en fait, ils font beaucoup de commerce entre eux à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, le commerce est important, mais ils sont dans une forme d'union douanière. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, si vous regardez des pays comme la Chine, les États-Unis, ils sont tout au bas du graphique. Les États-Unis, ça compte pour seulement 25 de leur PIB. C'est une proportion, donc ça compte pas parce que c'est pas comme ça qu'on calcule le PIB, mais ça représente seulement 25 du PIB. Et puis la Chine, 37 Puis c'est le commerce bilatéral. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le total des exportations, des importations sur le PIB. Donc, on voit bien que le commerce est important pour le Canada. Si on pense en termes de perspective, puis là, je vais vous donner des chiffres du FMI, du Fonds monétaire international. Les perspectives sont une croissance, je dirais, plutôt stable pour les prochaines années, autour de 3,2 il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais c'est pas très bon, on a déjà connu du 3,8, du 3,9, bon, 3,2, l'économie est à peine, elle vivote, quoi. Oui, mais
la réalité, c'est qu'on ne retournera jamais à du 3,8, 3,9 parce que le moteur derrière ça, c'était la Chine. Et la Chine, elle ne va plus croître à des niveaux de 8-9%. Ils vivent une dépopulation, alors ils perdent de la population d'année en année. Et puis le grand boom de croissance industrielle, ben, il est fait. Là, ils sont plus dans un niveau, je dirais, où ils prennent un rythme de croisière. Donc, 3,2%, c'était probablement ce qu'on vivait avant, mais on ne le voyait pas parce qu'on ne pensait pas à la proportion de la Chine dans ce niveau-là. Point de vue du Canada, en 2025, la prévision du FMI, puis ça, c'est les chiffres du mois d'octobre, là, donc ça ne remonte pas il y a très loin, c'était juste le mois dernier. Euh, on aura une croissance, il nous prévoit une croissance de 2,4%. Et ça, c'est très, très, très bon pour le Canada. On a eu beaucoup d'années, dans les dernières années, où on avait moins de 2%. Puis ça va être en fait la croissance la plus élevée parmi les pays du G7. Donc, en regardant tout ça, on se dit, ben, OK, selon moi, ça va quand même. Parce que là, on parle quand même dans ces prévisions-là. On n'a pas l'effet encore des élections, parce que l'élection a eu lieu après, mais on a quand même les effets du conflit au Moyen-Orient, on a les effets du conflit en Ukraine. euh, donc, ça va, ça va. Euh, la dernière chose que je voudrais souligner avant de passer à la prochaine diapo, c'est le Canada s'est doté d'un objectif en 2017 qui était la diversification de nos exportations outre-mer. Donc, le gouvernement canadien a réalisé qu'on était très dépendant, et puis là, pas Florian, mais Julien va nous en parler, quand même très dépendant du marché américain. Donc, c'est dit, OK, très dépendant, nos exportations sont vraiment, vont beaucoup vers les États-Unis. Donc, on devrait essayer de diversifier autant que possible et augmenter nos exportations outre-mer, donc pas sur le continent. Et puis, l'objectif, c'était d'augmenter de 50% nos exportations outre-mer en 2017. Et on est en bonne voie, en fait. On est exactement, si on fait une trajectoire linéaire entre 2017 et l'objectif qui est pour 2025, on est exactement sur la trajectoire linéaire pour 2023. Il nous reste 23 milliards à atteindre avec cette année et l'année prochaine. Et on semble en bonne voie, quoi. Puis pourtant, on a eu la pandémie, puis ça a fait une grosse baisse, la pandémie. Et puis on a rattrapé, on est revenu sur la courbe, comme je vous dis, la projection linéaire. Euh, donc, passons un petit peu à qu'est-ce qui s'est passé au point de vue mondial. Alors, c'est toujours bon de regarder en perspective qu'est-ce qui s'est passé. Ce que vous avez ici, c'est les importations mondiales de marchandises. C'est un indice. Donc, on voit le volume. Et ce qu'on voit, je vous dirais qu'on a comme, d'abord, on voit l'accession de la Chine à l'OMC. Et là, on voit qu'avec l'accession de la Chine à l'OMC, il y a eu vraiment une forte croissance des importations au niveau mondial, ce qui est très bon. Alors, ouverture, ils ont décidé de participer, ouverture, et puis on s'y est tous mis, en fait, à importer de la Chine. Euh, Ensuite, la barre rouge, c'est la crise financière mondiale. Donc là, il y a eu un choc mondial important qui a affecté pas juste le système financier, mais l'économie en général. Donc, on voit la baisse. Et puis là, je caractériserais la période qui suit jusqu'à la bande verte d'une croissance, mais pas aussi forte que la première période. Donc, on a eu, ce qu'on voit sur le graphique, c'est comme deux chocs avec trois niveaux de croissance. Donc, une croissance très forte jusqu'à la crise financière, une croissance plus modérée entre la crise financière et la bande verte qui est la présidence de Donald Trump. Mais c'est pas lui qui a fait vraiment un choc. Hein. Ce que vous voyez, en fait, ça n'a pas fait un... Puis pourtant, il y avait beaucoup de tensions, si vous vous souvenez bien, entre la Chine et les États-Unis durant cette période-là. Mais on voit pas, ça apparaît pas sur le graphique. Ce qui a fait la grosse différence, naturellement, c'est la pandémie. Mais on s'est sorti de la pandémie très rapidement, beaucoup, beaucoup plus rapidement que les économistes prédisaient au moment, je dirais, printemps 2020.
ou même été 2020, on est sorti très, très rapidement. Et puis, ce qu'on voit depuis, par contre, c'est une espèce de plateau. Alors, on a fluctuation, mais on n'a pas la croissance qu'on a connue dans le passé. Qu'est-ce que ce plateau veut dire? Ben, il peut y avoir toutes sortes d'hypothèses, si vous voulez, mais on peut, d'une part, on peut se dire, on a peut-être atteint une espèce de niveau de maturité par rapport aussi au commerce. Donc, il y a eu une grande expansion. Les compagnies ont pris avantage du fait qu'il y avait des opportunités de pouvoir aller chercher des fournisseurs dans d'autres pays, aller s'installer dans d'autres pays, ouvrir des filiales, et ainsi de suite. Mais peut-être qu'ils ont atteint une espèce de momentum acceptable. Ça, c'est une hypothèse. Vous pourriez dire, ah, le monde est beaucoup plus incertain et tout le monde est un peu plus timide et puis on essaye de faire du reshoring ou du nearshoring, donc rapatrier. Ça, je peux vous dire que les données, ils ne le montrent pas. OK? Et puis, je vous ferai remarquer aussi qu'on ne voit pas vraiment l'effet de l'écart en Ukraine sur ce graphique-là. Par contre, si on regarde les prix mondiaux de commodités de base, le bureau a fait une analyse en particulier sur les denrées alimentaires. Ah, ça, on le voit. Ça, on le voit très bien. On voit l'effet de la pandémie, on voit l'effet de la guerre. On voit en fait même des fois des effets d'annonce un peu à la va-vite de la Russie qui se rétractait après. On voit parce qu'on a des prix en fait journaliers pour les denrées alimentaires. On peut voir les prix qui montent puis les prix qui redescendent quand ils se rétractent. Donc voilà. Donc peut-être ce qu'on peut retenir de ceci, c'est on a vécu des crises, mais on ne voit pas toujours l'effet sur le commerce, d'accord? Et puis, on parle beaucoup de chaînes d'approvisionnement depuis la pandémie parce que c'est devenu quelque chose qui est arrivé à la surface ou à la conscience collective des gens. Mais en fait, les chaînes d'approvisionnement, elles sont ajustées. Donc, c'est peut-être un autre point à garder en tête. Les compagnies, elles vont pas rester, elles vont rester assises sur leurs mains, si vous voulez. Elles vont toujours se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des contrats, il faut que je livre mes contrats, j'ai besoin d'entrants. Comment je vais faire pour aller chercher mes intrants pour pouvoir livrer mes contrats? OK? Une des choses, donc, on n'a pas vu il n'y a pas de grande preuve de rapatriement des actifs, donc de fermer une filiale dans un pays pour ramener soit au Canada, aux États-Unis. Donc, souvent au Canada, on s'était dit, ah, on va pouvoir convaincre les compagnies américaines à venir s'installer chez nous en leur disant, ben c'est correct, vous pourriez retourner chez vous, mais vous pourriez venir au Canada. Donc, on a pensé à ça. Je ne sais pas si Hubert se souvient de cette époque-là, mais on en a parlé beaucoup, beaucoup. Mais les compagnies n'ont pas choisi de faire ça. Ce que les compagnies ont fait, par contre, c'est quand ils étaient face à des nouvelles décisions d'investissement, là, ils ont changé leur façon de prendre leurs décisions. Là, ils font une nouvelle évaluation des risques parce qu'ils voient des nouveaux risques qui étaient peut-être moins évidents avant ou pour lesquels ils se disaient que c'était moins probable. Ça, la pandémie a fait ça. La pandémie a dit, ouais, attends une minute, quand c'est loin, ça peut être plus compliqué. Alors, peut-être que c'est pas ça que je veux. Mais en réalité, ce qu'on voit beaucoup plus, oui, on a vu beaucoup moins d'investissements, de nouveaux investissements en Chine, mais il y a d'autres facteurs pourquoi les compagnies ont décidé de moins aller en Chine. Plus d'investissements, par exemple, au Vietnam, plus d'investissements au Mexique. Alors, ça, c'est des petits points à garder en tête, surtout quand on parle de polycrise et puis ainsi de suite. Il faut garder un petit peu les faits, puis voir comment les compagnies réagissent. Et je le dis parce que je travaille au sein du gouvernement fédéral, naturellement, et je pense qu'une des plus grandes erreurs qu'on peut faire, c'est de faire l'hypothèse que les entreprises et les consommateurs ne vont pas s'adapter. Les compagnies s'adaptent. Elles ont des stratégies. Leur but, c'est une pénérité. Alors, ils vont prendre les nouvelles informations et ils vont modifier leurs décisions sur la base des nouvelles informations.
je voudrais vous laisser par contre avec quand même des choses qui peuvent influencer les chaînes d'approvisionnement. Puis, je dois dire que je n'aime pas le mot chaîne. Ce ne sont pas des chaînes d'approvisionnement. Ce sont des espèces de toiles. Pensez à une toile d'araignée, là. C'est plutôt comme une toile d'araignée. Vous avez une compagnie qui a 4, 5, 6, 7, 8 fournisseurs. Et chacune de ces compagnies-là a plusieurs fournisseurs. Et ce n'est pas une belle toile toute symétrique. C'est des toiles un peu étranges. Et ce qui fait que on, c'est pas un morceau qui se suit très logiquement et bien ordonné. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Et puis, les chaînes d'approvisionnement, il y a un côté qui est logistique. Donc, par exemple, vous avez peut-être vu les fameuses photos euh, à l'extérieur du port de Los Angeles où il y avait des milliers de bateaux qui attendaient parce il n'y avait pas assez de monde puis assez de capacité pour débarquer les cargos. Euh, Ça, c'est un côté logistique. Mais il y a l'aspect aussi de dire, j'ai un contrat avec une compagnie, cette compagnie-là a un contrat avec une autre compagnie, et vous avez besoin de plusieurs composantes pour faire votre produit. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous faire penser à une toile d'araignée plutôt que, puis elle est vraiment pas parfaite. Notre araignée, là, elle a travaillé d'une façon assez bizarre. D'accord? Et l'araignée qui est dans le centre, qui est votre compagnie, disons, qui vous intéresse, a vraiment pas une bonne vision de qu'est-ce qui se passe passé le premier degré. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut vraiment toujours garder en tête. En tant que compagnie, je sais le contrat que j'ai signé avec un fournisseur, mais je ne sais pas nécessairement ce fournisseur-là, combien il a de compagnie, combien il y a de niveaux de profondeur, en fait, pour arriver à obtenir la composante dont moi j'ai besoin. C'est particulièrement vrai pour des biens comme une automobile, un avion, des objets très, très complexes. Euh, c'est pas simple. Puis en fait, vous pourriez même pensez à votre pain tranché demain matin quand vous prendrez votre déjeuner. OK? Il y a un sac de plastique, il y a une petite bébelle pour attacher, il y a un imprimé sur la petite bébelle pour vous dire la date de péremption. Il y a plusieurs composantes dans votre pain. OK? Donc, je voulais. J'ai 2 minutes? Ah oui, j'ai dépassé beaucoup, excusez-moi. Je voulais juste vous laisser avec ceci, puis si ça vous intéresse, notre bureau publie à chaque année un rapport qui s'appelle le point sur le commerce. Et cette année, on avait choisi, en fait, de parler des chaînes d'approvisionnement. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Mais on parle des risques qui existent. C'est des risques qui vont être parfois momentanés, parfois qui vont avoir un effet un peu plus long. Alors, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, c'est clair qu'il y en aura de plus en plus et ça va de plus en plus perturber les activités commerciales. Puis, vous pouvez penser les chaînes d'approvisionnement, c'est pas juste international, hein, ça peut être juste à l'intérieur du Québec. Euh, il y a les risques humains et organisationnels. Alors, on a entendu parler de beaucoup de grèves. On a eu des grèves ferroviaires, des grèves portuaires. On en a eu sur la côte Est, la côte Ouest. Il y a le port de Montréal, mais là, bon, ils sont dans un mode de médiation, je crois. Euh, il y a tout le côté standard, gouvernance sociale et environnementale, qui sont des nouveaux standards qui sont demandés, exigés par différentes parties, qui influencent naturellement les décisions que les entreprises vont prendre. Puis bon, l'évolution de l'environnement géopolitique. Je vais m'arrêter là. J'avais d'autres notes, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà trop parlé. Merci. Merci beaucoup. Mhm. Excuse-moi. Merci. Je prends les slides. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Ouais, le micro marche pas. Si c'est bon. Merci d'être ici. On va attendre que les slides arrivent. Ouais. Bon, donc je vais vous parler moi de
des chaînes de valeur ou des toiles d'araignée, comme vous préférez, et essayer de comprendre quelles sont les vulnérabilités qui reposent sur ces toiles d'araignée, sur ces réseaux internationaux, et quelle est la résilience de ces réseaux internationaux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce qu'on a vu, et Mélanie en a un peu parlé, ces chaînes de valeur, elles sont vraiment au cœur de nos économies, elles sont centrales pour nos économies. Et dès qu'on pense, bien sûr, à la politique commerciale, mais aussi ouais, c'est bon. À la politique commerciale, mais aussi aux politiques industrielles, aux politiques environnementales, aux politiques fiscales. Toutes ces politiques, elles sont appliquées dans un environnement et cet environnement repose très fortement sur les chaînes de valeur. Donc, c'est important de comprendre leur fonctionnement. C'est important de comprendre les sources de vulnérabilité de ces chaînes d'approvisionnement. Et c'est également important de comprendre les perspectives de résilience. Donc, on a parlé beaucoup de polycrises. Là, on va les voir, les polycrises. Ça, c'est un indice qui est construit par la Fed de New York sur les tensions exercées sur les chaînes de valeur. Donc, qu'est-ce que vous voyez? La première chose qui saute aux yeux, c'est ce gros pic. C'est quelle crise? C'est la pandémie, les confinements qui ont fait peser qui ont mis des tensions, des pressions très fortes sur les chaînes de valeur. On s'en souvient tous. Et c'est à ce moment-là où les chaînes de valeur sont vraiment rentrées dans le débat public et tout le monde avait son avis sur est-ce que ça va être resté longtemps dans les ports en Chine, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que je vais avoir du papier toilette ou des vaccins ou des médicaments qui vont arriver ou pas. Mais on a des polycrises, donc il y a d'autres périodes, il y a des catastrophes naturelles qui affectent aussi les chaînes de valeur et qui se propagent dans cette toile d'araignée, dans ces réseaux. Ici, on voit le pic, c'est l'exemple, c'était la période où il y a eu coup sur coup un séisme au Japon qui a très fortement affecté les fournisseurs, les producteurs notamment de pièces automobiles, et ça a eu beaucoup d'impact en Amérique du Nord par ce biais-là. Les inondations en Thaïlande ont aussi eu une dépression assez forte sur les chaînes de valeur. Et ensuite, il y a d'autres moments et d'autres formes de pression qui s'exercent sur les chaînes de valeur. On pense par exemple à la guerre commerciale qu'il y a eu entre la Chine et les États-Unis sous la présidence Trump, où là aussi on voit qu'il y a eu des pressions fortes exercées sur les chaînes de valeur. Et donc, si jamais on veut penser aux vulnérabilités de ces chaînes de valeur et aux possibilités de résilience, c'est-à-dire qu'une fois une fois qu'on fait face à ce choc, à cette catastrophe naturelle, à cette pandémie, à ces chaînes qui sont arrêtées à cause de guerre ou de grève, comment est-ce qu'on fait pour être résilient et pour dépasser ça et pour que l'économie continue de tourner et qu'on ne soit pas trop affecté. Pour ça, il y a trois dimensions. La première chose, c'est d'anticiper fortement, de mieux anticiper les sources de vulnérabilité. Par exemple, Affaires mondiales suite à la Covid, a fait un super travail pour identifier les produits qui étaient des produits pour lesquels on était très vulnérable au Canada. Donc, c'est des produits qui sont très importants pour notre économie, qu'on ne produit pas et que très peu de fournisseurs peuvent offrir. Mais cette anticipation des sources de vulnérabilité, il y a encore des choses à faire. Par exemple, quand il y a eu la grève au port de Montréal, j'étais étonné de voir que personne n'avait vraiment d'idée de l'exposition de l'économie canadienne au port de Montréal. Je suis arrivé avec mes calculs à 2%, on pourra en reparler si vous voulez, mais c'était beaucoup moins que ce qui était annoncé dans les médias. Mais bref, donc on n'a pas, donc il faut anticiper. L'autre chose, c'est s'adapter. Comment est-ce qu'on s'adapte? On peut s'adapter avant le choc. Adapter avant le choc, ça veut dire basiquement, soit vous êtes capable de faire des stocks et vous utilisez ces stocks au moment où vous avez une rupture d'approvisionnement. L'autre possibilité, c'est de se diversifier. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, moi, c'est parler plus en détail de cette adaptation ex-ante que peuvent avoir les entreprises, mais aussi les États, les pays, en termes de diversification et de stock. Et enfin, l'autre possibilité, c'est de s'adapter ex-post. Une fois que le choc a eu lieu, comment est-ce que je fais pour rerouter mes approvisionnements, changer de fournisseur à la dernière minute, etc. Donc, mais le reste de ma présentation va porter sur l'adaptation ex-ante, c'est-à-dire la diversification et les stocks. Donc, ça, le titre du slide, ça, on ne le voit pas complètement, mais c'est des stocks pour amortir les chocs. D'accord? Donc, on avait fait cette étude avec Raphaël Lafronne-Joussier, Isabelle Méjean. On avait accès à des données d'entreprises françaises qui importent depuis la Chine. D'accord? C'est des entreprises, elles importaient toutes depuis la Chine. Et on a regardé qu'est-ce qui s'est passé pour les performances de ces entreprises juste après les confinements qu'il y a eu tout début 2020 à cause de la Covid. Mais au début, la Covid, c'était encore cantonné à la Chine. Il y a eu des confinements en Chine et on s'est demandé, OK, comment ça a affecté les entreprises françaises qui importaient
leurs intrants depuis la Chine. Sans surprise, les performances, elles ont été affectées négativement. On voit une baisse des importations, mais aussi une baisse de la production et une baisse des exportations de ces entreprises françaises qui étaient exposées à ça. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des stratégies des entreprises qui ont permis d'atténuer un peu, de limiter les effets de cette exposition aux fournisseurs en Chine? Et la réponse, c'est oui. Et donc, ce qu'on trouve, là, vous voyez, l'évolution des ventes pour deux groupes d'entreprises. Les entreprises en rouge, c'est les entreprises qui n'avaient pas de stock, qui n'avaient pas fait de stock. Et les entreprises en bleu, c'est les entreprises qui avaient des stocks. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la chute est très prononcée pour les entreprises qui n'avaient pas de stock, mais beaucoup moins prononcée pour les entreprises qui ont des stocks. Donc, les entreprises ont été capables d'absorber une partie du choc grâce aux stocks. D'accord? Donc, c'est première source de résilience, ce sont ces stocks. On a fait exactement le même exercice, toujours avec les mêmes données, mais maintenant, au lieu de comparer les entreprises qui avaient des stocks avec les entreprises qui avaient peu de stocks, on a comparé les entreprises qui étaient diversifiées, c'est-à-dire qui avaient plusieurs fournisseurs, avec les entreprises qui n'en avaient pas beaucoup. D'accord? Et pour se demander, est-ce que la diversification permet aussi d'atténuer les chocs? La réponse, c'est non. D'accord? Donc, dans notre échantillon, pour ce choc-là, en fait, les entreprises, même si elles avaient plusieurs fournisseurs, ça ne leur a pas permis de se prémunir du choc. Pourquoi? Une des réponses qu'on avance, c'est qu'en fait, les intrants, pour la plupart des entreprises, c'est des choses qui sont très, très spécifiques. Et même si vous importez le même produit depuis deux fournisseurs, en fait, ce n'est pas exactement le même produit et vous n'avez pas directement le bien qui est directement substituable. On a fait des études, par exemple, on a regardé ces choses-là. Si vous regardez dans le secteur de la chimie, ça prend plusieurs années pour trouver exactement la bonne recette, pour avoir le bon procédé chimique qui va être utilisé pour fabriquer votre peinture. Et donc, c'est pas vrai que le lendemain, vous pouvez vous retourner et trouver quelqu'un d'autre. Ça prend un petit peu de temps. Et donc, même si vous avez plusieurs de ces fournisseurs, en tout cas sur l'épisode qu'on a regardé, il n'y avait pas d'effet. Et cet effet de diversification, il est d'autant moins important que quand on regarde dans les données, les entreprises sont très peu diversifiées. On a cette étude avec Francis Cramart et Isabelle Méjean, toujours sur données françaises. J'ai accès aux données, je suis français, j'ai accès aux données françaises, et c'est plus difficile pour moi d'avoir accès aux données canadiennes, mais on fait des progrès dans cette dimension, et je vous parlais du Canada juste après. Mais si on regarde les données françaises, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, les entreprises, même les très grosses entreprises, elles sont très peu diversifiées. D'accord? Elles ont relativement peu de fournisseurs. Elles sont aussi peu diversifiées du côté de la demande. Le gros de leurs ventes, elles le font à quelques entreprises, et le gros de leurs achats, c'est quelques entreprises aussi. Et donc ça veut dire que si jamais il y a un choc qui touche spécifiquement ce très gros fournisseur ou ce fournisseur très important ou ce très gros acheteur, vous allez le ressentir, c'est difficile à diversifier. Est-ce que c'est spécifique à la France? Non, si on regarde dans les données américaines, par exemple, il y a des papiers de Antras, Ford, Intelnote ou d'autres qui montrent que même les entreprises américaines, quand elles importent un produit, elles ont tendance à l'importer d'un seul pays, voire d'un seul fournisseur. D'accord? Donc, vous n'êtes pas très diversifié. Alors, si les entreprises sont peu diversifiées, quand on remonte au niveau plus macro, qu'on regarde les pays, on n'est pas étonné qu'ils ne soient pas très diversifiés non plus. Et l'exemple typique de ce manque de diversification, c'est le Canada. D'accord? Donc, Sarah a eu la gentillesse de citer notre étude avec Florian, et donc je vais vous en reparler. Qu'est-ce qu'on fait dans cette étude avec Florian? On se dit, on sait que les États-Unis sont le plus gros fournisseur, le plus gros exportateur vers le Canada, et on sait que le Canada dépend très fortement des États-Unis. Qu'est-ce que c'est le chiffre qu'on a en tête? C'est à peu près 55% des importations canadiennes, viennent des États-Unis. Maintenant, ce qu'on ajoute dans cette étude, c'est que on dit, mais en fait, si on regarde bien, il y a toute une partie des biens qui sont produits aux États-Unis, qui sont vendus au Canada, mais il y a aussi des biens qui sont produits ailleurs, qui passent par des plateformes, qui sont peut-être un peu transformées et qui sont ensuite réexportés au Canada. D'accord? Et ça, on le voit directement dans la plupart des bases de données. Et ça, c'est 14% des importations canadiennes. Et enfin, il y a une dernière couche, un dernier layer qu'on regarde. Ça, c'est des biens qui sont, en fait, c'est pas déclaré tel quel dans les douanes, mais c'est des biens, quand on regarde dans les données des douanes, ils sont importés depuis la Chine, l'Allemagne ou l'Afrique du Sud, mais ils arrivent par le poste frontière de la colle. D'accord? Comment ça se fait? Encore une fois, parce qu'ils arrivent dans les ports aux États-Unis et ensuite ils remontent soit en camion, soit par rail jusqu'au Canada. Et tout ça, ça fait que quand on prend en compte
l'ensemble des sources d'exposition, c'est-à-dire le fait qu'une grande partie de ce qu'on consomme, c'est produit aux États-Unis, et une grande partie de ce qu'on consomme et qui n'est pas produit aux États-Unis traverse les États-Unis avant d'arriver chez nous, on se rend compte que notre dépendance, elle est encore plus grande que ce qu'on pensait, et on arrive à plus de 3/4 des importations canadiennes qui sont dépendantes des États-Unis, soit d'un point de vue de production, soit d'un point de vue logistique. Et c'est là où on se rend compte que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière est encore plus important. Et donc ça, c'est côté importation. Il y a cet objectif de se diversifier du point de vue en termes de marché de demande, c'est-à-dire au niveau des exportations canadiennes, genre pas vendre seulement aux Américains, mais vendre ailleurs. Mais il y a aussi cette tension qu'il y a et cette vulnérabilité qui vient du fait qu'on importe énormément des États-Unis et qu'on dépend donc très fortement des États-Unis. Là, on voit rien parce que c'est tout petit, mais juste, vous voyez en noir, ce que vous voyez en noir, donc là, on a classé tous les secteurs et vous avez par exemple donc là, c'est pour travailler mes yeux, mais j'ai pas encore 40 ans, donc j'y arrive. Les équipements électriques, vous avez à peu près. Les équipements électriques, par exemple, vous êtes à peu près à 35% des biens électriques vendus au Canada qui sont produits aux États-Unis. D'accord? Donc 35%, on peut se dire, bah, mon exposition au Canada, elle est relativement modeste. Mais en fait, vous avez près de 40% des biens électriques qui sont importés au Canada, qui transitent, qui passent par les États-Unis. Et donc les États-Unis sont une plateforme logistique pour ces biens-là. Et donc, ce qui fait qu'au total, 75% de vos importations de biens électriques sont relié d'une manière ou d'une autre à ce qui va se passer aux États-Unis, à la politique commerciale aux États-Unis, aux grèves aux États-Unis, aux catastrophes naturelles aux États-Unis, etc., etc. D'accord, donc pour résumer, on a des stocks, des possibilités de résilience. Les stocks, ça a l'air de bien fonctionner. La diversification, bah, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça fonctionne moyennement, mais surtout, c'est que les entreprises sont très peu diversifiées, les pays sont très peu diversifiés. Donc, une fois qu'on a posé ces constats, quelles sont les actions possibles pour les pouvoirs publics canadiens? L'aide à la relocalisation, je ne reviens pas dessus, Mélanie en a parlé un petit peu. L'identification des produits et des routes logistiques qui sont vulnérables, ça, il y a tout un travail qui a commencé à être fait, mais je pense qu'il faut que ça continue. Et moi, j'étais surpris que personne ait vraiment de chiffres clairs à donner sur quelle est l'exposition du Canada à une fermeture du port de Montréal. Et encore une fois, c'est ce genre de chiffres dont on doit être au courant, on doit savoir quelles sont les vulnérabilités de notre économie à différents points d'entrée stratégiques. Il faut poursuivre l'effort de diversification dont Mélanie a parlé, mais pas seulement en termes d'exportation, aussi en termes d'importation. Les réserves, les stocks, on a vu que c'était efficace, mais toutes les entreprises sont pas forcément capables de faire ces réserves et d'avoir ces stocks. Et donc là, il y a potentiellement de la place pour une coordination et donc des niveaux de gouvernement qui pourraient aider les entreprises à savoir quels sont les inputs, quels sont les intrants que vous devez avoir en stock et comment organiser, gérer ça. Et enfin, c'est pas des moindres, étant donné l'importance de notre voisin américain, notre dépendance aux voisins américains, l'environnement politique est extrêmement important. En 2026, il va y avoir la renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, qui avait été, vous vous souvenez, c'est l'ALENA, Trump avait été revenu là-dessus. Là, on a une renégociation en 2026. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte pour faire en sorte que nos toiles d'araignée continuent d'être aussi résilientes qu'elle a été dans le passé, voire encore plus résilientes. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je n'aurai pas de présentation, mais je vais vous parler plutôt de terrain et comment, par rapport à ces crises que mes deux collègues ont très bien détaillées, comment le gouvernement du Québec et par extension le gouvernement fédéral peut aider à essayer d'atténuer l'impact de ces crises. La première crise, c'est celle de l'élection de Trump, évidemment. Je pense que vous l'avez très bien dit. Il y a des impacts majeurs potentiels, et le mot potentiel est excessivement important ici, de l'arrivée de Trump aux États-Unis à la Maison-Blanche. Et évidemment,
des propos tenus pendant la campagne électorale et des premiers gestes que l'on a vus dans la nomination de certains secrétaires laissent croire qu'il va y avoir effectivement des enjeux majeurs. Et par enjeux majeurs, on parle évidemment de la forte dépendance du Québec au marché américain. 70% de nos exportations se dirigent vers les États-Unis. Alors, je dis potentiellement parce que c'est une chose, et il y a des gens dans la salle avec qui j'ai déjà fait une campagne électorale, c'est une chose de dire ou de prononcer des paroles pendant une campagne électorale et ensuite de réaliser ses promesses. Et je pense que nous allons être, j'espère, surpris des gestes qui seront posés et qui seront, selon moi, probablement moins importants qu'on ne le croit. Et donc, on pense, et il y a plein de chercheurs ici à l'Université du Québec à Montréal qui l'ont dit, que un gouvernement républicain ou un gouvernement démocrate, quel est celui qui se bat pour le champion du protectionnisme, historiquement, puis quand on regarde les chiffres, puis j'ai pas les tableaux avec moi, mais le commerce entre le Canada et les États-Unis est normalement plus avantageux lorsque les républicains sont en poste que lorsque les démocrates le sont. Et même si on aurait tendance à croire l'inverse, je vous rappelle que Kamala Harris a voté contre l'accord de libre-échange en 2016. Et donc, dans les faits, je pense qu'on pourrait avoir des surprises avec le gouvernement républicain. Une fois qu'on a dit ça, il y a des gestes qu'il faut poser et c'est là que je pense que mon propos a de la valeur. C'est de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ou du moins pour atténuer des gestes de protectionnisme. La réalité, c'est que les États avec lesquels nous faisons le plus affaire, les gouverneurs qui sont à la tête de ces États, eux aussi ont des préoccupations par rapport à un certain protectionnisme. Et je vais prendre un exemple de l'aluminium. Si c'est vrai qu'il y a des tarifs qui sont appliqués à l'aluminium, ben, il va y avoir des impacts pour certains États qui fabriquent, par exemple, des avions ou des canettes de bière. Alors, si on prend un autre exemple, celui de l'automobile, ben, il y a plein de composantes qui vont traverser la frontière 4, 5, 6, 10 fois, 13 fois. Et donc, des tarifs sur des composantes ou des produits de base, des commodités, peuvent avoir un impact relativement négatif pour les États-Unis, même inflationniste, parce que si l'aluminium est taxé, l'aluminium canadien, ben éventuellement, ça va avoir de l'impact sur les produits fabriqués aux États-Unis. Le deuxième choc potentiel, deuxième crise potentielle, c'est celle de la renégociation de l'accord de libre-échange. Et j'ai entendu et j'ai été stupéfait de voir que le Canada réfléchissait à faire cavalier seul avec les États-Unis et de laisser tomber le Mexique. À première vue, ça fait beaucoup de sens. On va sauver notre peau avant d'essayer de sauver celle des Mexicains. Mais il faut se rappeler que le Canada est fondamentalement libre-échangiste, le Québec aussi, depuis toujours. Et d'ailleurs, le Québec est probablement la province au sein du Canada qui a été la plus pro-libre-échangiste. Et si vous vous souvenez des premiers accords de libre-échange dirigés par Brian Mulroney, ben, il y avait au Québec un premier ministre qui s'appelait qui n'était pas ministre à l'époque, mais qui s'appelait Bernard Landry, puis qui a milité beaucoup en faveur du libre-échange. Et donc, je pense qu'on ferait erreur de se camper tout de suite dans une position où on dirait à l'administration américaine, nous sommes prêts à abandonner les Mexicains et à faire affaire avec vous uniquement. Je pense que c'est une erreur. Et même si le Québec et le Canada ne seraient pas pénalisés de faire un accord de libre-échange uniquement avec les États-Unis, parce que nos accords transatlantiques avec l'Asie, par exemple, feraient en sorte qu'on pourrait garder des échanges commerciaux avec le Mexique. Mais ça irait à l'encontre de l'esprit d'une géographie et d'un marché très, très, très intégré. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à un trip à 3 Canada, États-Unis, Mexique qu'à un simple trip à 2 américain, Canada, États-Unis. La troisième crise, c'est celle, et donc pour finir sur la deuxième, je pense qu'on devra vraiment pousser pour s'assurer qu'on tende vers un accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique versus un accord à 2.
La troisième crise, c'est celle de la diversification des marchés. Puis là, je rejoins les propos de des deux autres conférenciers. Puis j'ai été intéressé parce que vous avez dit, Julien, sur la dépendance puis les stocks. On a réalisé pendant la COVID-19 que c'était pas tellement un problème de toile d'araignée qu'un problème logistique. Et que les fournisseurs et que les entreprises québécoises avaient développé avec le temps une certaine paresse en matière d'approvisionnement et que, puis je vais vous donner un exemple que j'ai appris la semaine passée à la COP qui est renversant. Et donc, on avait, avec le temps, négocié des ententes avec la Chine, le Portugal, l'Espagne, bref, quelle que soit la provenance du produit, et qu'on ne remettait pas ça en considération, et qu'on avait des ententes, puis on avait un client, le prix était bon, puis on se questionnait pas trop sur la provenance, et surtout, on se questionnait pas trop sur l'origine du produit. Et on a réalisé que plein d'entreprises québécoises ignoraient qu'ils pouvaient s'approvisionner ici au Québec avec des produits fabriqués au Québec. Et donc, Investissement Québec a mis en place j'aurai l'occasion de reparler dans les questions d'Investissement Québec, mais on a mis en place une équipe Achat Québec pour justement être capable de dire aux entreprises qui étaient vraiment mal prises avec les enjeux de logistique, est-ce que vous avez regardé des fournisseurs potentiels québécois? Et on était vraiment excessivement surpris de la réponse. Et l'exemple que j'ai appris la semaine dernière est vraiment renversant. Canam, qui est une entreprise qui avant s'appelait Canam Manac, pour ceux qui connaissaient pas, pour nos amis français qui connaissent pas Canam Manac, c'est un grand entrepreneur. Un faisait des structures, ils se font encore d'ailleurs, c'est deux frères maintenant. Un faisait Canam fait je me souviens jamais lequel des deux, mais Canam fait des structures, puis Manac fait des remorques, ou l'inverse, là, j'oublie, c'est l'âge. Ça vient avec les yeux. Et donc, que Canam commandait de l'acier pour ses remorques ou pour ses structures à ArcelorMittal. Jusqu'à là, tout va bien. Là, je regarde mes gens de la Wallonie. ArcelorMittal, c'est social Luxembourg. On n'est pas tellement loin. On est dans le territoire. Mais que Canam Manac, qui est en Beauce, n'a jamais pensé s'approvisionner à partir de l'usine d'ArcelorMittal basée au Québec. Alors, on achetait, et on achète encore aujourd'hui, de l'acier pour fabriquer des camions ou des structures de stade de football, parce que c'est une des choses que Canam fait, à partir d'un poutre d'acier qui provient de la Belgique ou du Luxembourg ou de quelque part en Europe, ce qui est complètement con et qui fait en sorte que, essentiellement, on s'est pas questionné sur la logistique et un des remèdes que nous, on met en place aujourd'hui, puis cette équipe va se redéployer à partir de la semaine prochaine, c'est de justement voir où sont mes fournisseurs, et est-ce que je peux en trouver au Québec? Et la réalité, c'est qu'il y a plein de fournisseurs québécois qui rêvent d'approvisionner des donneurs d'ordre québécois, puis des donneurs d'ordre québécois qui rêvent d'avoir des fournisseurs québécois à proximité, mais que cette espèce de Tinder de l'approvisionnement, malheureusement, ne se fait pas. Alors, donc, un problème de chaîne de valeur. J'ai parlé de trip à trois, j'ai parlé de Tinder, décidément. Ma conférence est en train de déraper. Et donc, c'est une des manières que l'on a trouvé d'essayer de régler ou du moins d'atténuer les enjeux de chaînes d'approvisionnement à travers surtout les chaînes logistiques. Le troisième enjeu la résultante de la polycrise, c'est cette question de diversification des marchés. On l'a mentionné, les États-Unis, 70% de nos exportations, parfait, c'est tant mieux. Faut s'en féliciter. Malheureusement, ce genre de concentration-là, c'est comme de la drogue. Au début, ça va bien, puis après ça, tu deviens dépendant. Et nous sommes aujourd'hui dépendants des États-Unis pour nos exportations. Maintenant, on dit, parfait, intéressons les entreprises québécoises à aller sur d'autres marchés. Alors, prenons par exemple l'Afrique qui croît double digit depuis des années, où on dit, ça serait bien que les entreprises québécoises, les Atkins Realis, les WSP, les Boralex, les entreprises d'infrastructure québécoises qui ont vraiment un génie, qu'on ait essayé de se positionner sur le marché africain. Très bien. Alors, il y a des problèmes avec le marché africain, puis ils sont nombreux, mais je vais vous parler d'un qui est vraiment plus intéressant que les autres.
Alors, évidemment, tous les joueurs sont là. La Chine, les Russes, les Anglais, les Français, depuis toujours. Et on réalise que les entreprises québécoises qui veulent pénétrer puis essayer de se tailler une part de marché en Afrique ont beaucoup de difficultés par rapport à la Chine puis par rapport aux fournisseurs chinois. Pourquoi? Parce que la Chine rentre puis dit, je vais construire ton hôpital ou je vais construire ton viaduc. Et puis, en échange, je vais te le faire pas cher. Mais en échange, tu vas me donner 25 ans d'approvisionnement à moindre prix sur ton lithium, sur ton cobalt. Et donc, il est très, très difficile de compétitionner. Puis évidemment, je mets de côté tous les enjeux potentiels de corruption. Pour prendre un autre exemple, celui de l'Inde, un autre pays qui croît double digit par année. Propos du VP senior de WSP, il y a 3 jours à la COP, dit « Nous n'irons jamais en Inde à part pour notre back-office. » Je dis « Comment pouvez-vous ne pas considérer le marché indien, 1,4 milliard, première population du monde, des besoins d'infrastructures gigantesques, des aéroports, de l'eau, des routes. Pour vous, c'est une mine d'or. » Il dit oui. Mais il dit, à partir du moment où on va faire des choses en Inde, il faut que je mette une croix dans mon rapport annuel sur mes taux d'accident, mes mortalités sur mes chantiers, parce que là-bas, il n'y a aucune règle. Alors, si je construis une autoroute en Inde, puis que les règles qui s'appliquent font en sorte qu'il y a 3-4 Indiens qui se pètent la suce puis qui meurent, là-bas, ça paraîtra pas beaucoup, mais dans mes activités ici, en Amérique du Nord, puis où je rapporte à la bourse, ben, je vais avoir des impacts majeurs. Alors, il y a des marchés qui ont l'air ultra faciles, ultra gros potentiel, mais qui, quand on regarde le b.a.-ba de faire des affaires là-bas, ben, automatiquement, ils se disqualifient. Alors donc, c'est difficile de diversifier. Et finalement, je termine avec l'Europe sur les marchés de diversification. Ben, quand on regarde les chiffres, puis Madame Raymond, j'espère que on pourra creuser ça ensemble, mais aujourd'hui, l'accord de libre-échange Canada-Europe est nettement à l'avantage de l'Europe en termes d'exportation vers le Canada versus ce qu'on a été capable, nous, de faire. Et ça, je pense que c'est dû à une méconnaissance de ce nouvel libre-échange, de ce nouvel accord-là, une espèce de crainte des entreprises québécoises d'aller conquérir des nouveaux marchés. Et pourquoi aller on va dire un mot qui est pas gentil, mais pourquoi aller perdre son temps alors qu'on a un immense marché au sud de nos frontières. Alors, la bonne nouvelle d'une des crises qui se passe aujourd'hui, c'est que pour la première fois, les entreprises québécoises vont avoir le devoir de se diversifier parce qu'il va vanter, puis il va vanter fort. Je termine avec l'attraction d'investissements étrangers. Donc, qui dit Trump dit plein d'entreprises mondiales qui se questionnent sur oui ou non attaquer le marché de l'Amérique du Nord. Et ce que l'on fait, nous, en attraction d'investissements étrangers au Québec, c'est de dire, par exemple, aux entreprises européennes que le Québec, c'est Montreal, c'est North America for Beginners. Hein, c'est vrai. Tu viens au Québec, tu es une entreprise française, la baguette est bonne, le café est bon, on a l'accent, on parle la langue, on a le même droit. C'est simple, c'est facile. Et donc, il y a plein d'entreprises européennes qui choisissent le Canada, et en particulier le Québec, notamment dans le cas des entreprises françaises, pour venir s'établir au Québec. Un petit marché de 8 millions, c'est pas pour ça qu'ils viennent, c'est pas pour le marché canadien de 40 millions, ils viennent parce qu'il y a un marché nord-américain de 500 millions. Et l'inverse est vrai aussi pour les entreprises américaines qui disent moi, je vais venir au Québec, pas pour le Canada, mais ils vont venir pour le marché européen puis pour l'accord Canada-Pacifique et donc avoir accès à un marché de 1,5 milliard ou 1 milliard de consommateurs. Et on dit aux entreprises américaines, ben, come to Europe without jet lag. Alors, comment l'arrivée de Trump va avoir un impact? Est-ce que les entreprises vont dire, est-ce que le marché américain est attaquable, entre guillemets, à travers une présence physique Canada? Et là, pensons IRA, pensons douane, pensons tarifs, ou est-ce qu'il ne faudrait pas préférer s'établir aux États-Unis, bâtir une usine là-bas, puis faire du commerce à partir des États-Unis? Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. La réalité, c'est que depuis 5 ans, les chiffres d'investissement direct étranger ont explosé. C'est pas parce qu'on est bon puis on est beau, ben oui, un peu, mais c'est surtout parce que le marché nord-américain avait un fort potentiel. Il y a encore un fort potentiel, notamment en électrification des transports. Puis si vous voulez me poser des questions sur Nordvolt, ça va me faire plaisir d'y répondre après. Mais c'est surtout
Parce que le Québec avait, puis là, on va parler d'environnement puis de crise de changement climatique, le Québec en particulier avait cette espèce de joker extraordinaire qui, là encore, mais qui est il y a des coins un peu tournés, celle de l'hydroélectricité. Et donc, la raison pour laquelle on a eu autant de succès en attraction d'investissements étrangers depuis les quelques dernières années, c'est parce que des gens sont venus ici en disant, on va se brancher sur le 44 000 mégawatts d'hydroélectricité que le Québec a, puis on va verdir notre production. Alors, les GM, les EcoPro, les Ford, les Nordvolt, les ArcelorMittal, les Rio Tinto Alcan, qui sont tous en demande auprès des gouvernements en disant, donnez-moi des blocs d'énergie, des Amazon Web Services, des Google. Je veux des blocs d'énergie et donc je veux fabriquer avec une empreinte carbone qui est moindre. Et malheureusement, on va connaître, après des années de forte croissance, une stabilisation de nos investissements étrangers parce que il n'y a plus d'énergie, du moins jusqu'en 2027-2028. Une minute, merci. Il n'y a plus de terrain, où il y en a de moins en moins. Et troisième facteur, puis là, on va parler plus d'immigration puis de crise migratoire, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé, mais on va avoir des foutus enjeux sur l'immigration. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre. Ici, il y a de moins en moins de main-d'œuvre, puis qu'on avait encore des possibilités au niveau de l'immigration d'attirer, on réglerait peut-être une partie du problème, quoi qu'on en cause d'autres ailleurs dans la société. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que la main-d'œuvre qualifiée, elle est de moins en moins présente. La capacité de pallier à travers l'immigration, elle n'existe plus ou elle n'existera plus. Et par conséquent, on va avoir des enjeux d'attractivité parce que plus de mégawatts, plus de terrain, plus de main-d'œuvre. Les 3 M, mètres carrés, mégawatts, main-d'œuvre. Alors, voilà, mais je pense que c'est ce que je voulais, c'est vous expliquer concrètement les crises, qu'est-ce qu'on fait, puis comment ça se traduit sur le terrain. Et puis je peux vous dire qu'il va vanter. Il va vanter fort. Mais ça va être intéressant. C'est là qu'on va voir tout le rôle, l'importance des outils québécois, Caisse de dépôt, Investissement Québec et autres pour pouvoir justement aider nos entreprises québécoises à passer au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. On va faire un petit échange. On a pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vais raccourcir un petit peu notre échange sur la table et puis je vais rapidement vous inviter à prendre la parole pour vos questions. Vous pourrez prendre la parole directement au micro qui est dans l'allée centrale. Je vous appellerai, n'hésitez pas à lever la main ou à vous y diriger directement pour poser vos questions au moment venu. Première question sur laquelle je rebondirais. Donc, on a parlé du virage protectionniste des États-Unis. Hubert nous rappelait qu'il y avait déjà eu des premiers signes concernant l'ALENA déjà avec Kamala Harris. Donc, on a bien senti un virage arriver. Comment est-ce que le Canada s'est préparé? Quelle marge de manœuvre on a? Et de quoi on dispose finalement pour évaluer l'effet sur notre compétitivité? Je commencerai peut-être avec Mélanie. Merci pour la question, Sarah. Et puis, je remercie mes deux copanélistes, très intéressants. Alors, je vais commencer par vous dire que c'est pas la première fois qu'on voit des énoncés ou même des actions de nos voisins du Sud. On a eu Buy America, on a eu le tarif 232 sur l'acier et l'aluminium. Bref, c'est pas la première fois là, qu'on voit ces vents-là, si je reprends le terme d'Hubert. Des vents, on en a vu beaucoup. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est pas la première fois. Hubert a bien dit potentiel. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas c'est quoi l'ampleur. On ne sait pas c'est quoi les vraies intentions. Je dirais qu'on ne connaît pas les vraies intentions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analystes et de journalistes qui font toutes sortes d'analyses pour dire oui, son intention, c'est vraiment celle-ci ou celle-là. On ne le sait pas. On ne sait juste pas. Et puis là, je vais vous dire, comme tout bon économiste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser sous contrainte. Mais on ne connaît pas encore la contrainte. Donc, quand on aura la contrainte, on pourra faire notre maximisation. Le but, bien sûr, c'est la prospérité du Canada, la prospérité des Canadiens dans son ensemble, tout en tenant compte des considérations environnementales, des considérations sociales.
Par contre, une chose qu'il ne faut pas oublier, et Hubert l'a quand même bien souligné, c'est qu'on n'est pas juste dépendant sur les Américains. Les Américains sont dépendants sur nous aussi. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres pour mettre ça en tête. Les 3 sources d'importation des États-Unis, les 3 plus grandes sources en tant que pays, c'est le Mexique, la Chine et le Canada. Le Mexique, c'est à 475 milliards américains. La Chine et le Canada, c'est presque égal, c'est à 420-425 milliards, toujours en américain. Puis la 4e source, on fait un saut, c'est seulement 160 milliards, et c'est l'Allemagne. OK? Donc, le Canada et les États-Unis, ils ont besoin de nous. OK? Hubert a parlé du secteur automobile, le secteur énergétique. Le Canada représente entre 45 et 50% des importations américaines pour les céréales, bétail et volailles vivantes, d'autres produits alimentaires, produits pétroliers, le bois, les fertilisants, le zinc. C'est tous des choses dont ils ne peuvent pas nécessairement se passer, puis ils ne vont pas trouver nécessairement une source overnight. Ce que Hubert disait au sujet des entreprises canadiennes qui vont pas aller chercher, refaire la recherche de nouveaux fournisseurs, c'est vrai pour toutes les entreprises. C'est pas juste les entreprises canadiennes. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez un nouveau fournisseur, il y a des coûts de transaction énormes. C'est pas juste de trouver le fournisseur, c'est ce que Julien disait, c'est de s'assurer que la fameuse formule ou le fameux produit correspond vraiment à vos besoins. Puis il y a une espèce de, je dirais, d'alignement qui doit se faire. C'est un petit peu comme du test-erreur, là. Et ça peut prendre longtemps. Donc, c'est des coûts transactionnels. C'est pas juste la paresse. C'est des coûts réels pour les entreprises. OK? Donc, c'est pour ça que les entreprises, une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un, une autre entreprise qui correspond à leurs besoins, ils vont pas reprendre cet exercice-là à chaque fois. OK? Donc, je reviens à ce que je disais. Les compagnies américaines font la même chose. Ils ont trouvé des fournisseurs canadiens et ils vont revenir, ils vont revenir, ils vont revenir. Donc, c'est une chose. Puis, juste en passant, si ça vous intéresse, là où on n'a vraiment pas de part de marché, c'est des produits de consommation tels que les parapluies, les chaussures et les montres. Mais on n'est pas connu mondialement pour la production de ces produits-là en général. Alors ça représente moins d'1% des importations américaines. Donc, pour terminer, je pense que c'est certain qu'on va regarder c'est quoi la contrainte ou c'est quoi l'annonce qui est annoncée. Puis il faut aussi penser que souvent, les Américains, ils vont prendre des positions, puis ils oublient un petit peu qu'en fait, on est proche, qu'on est des bons alliés ou des bons partenaires économiques. Puis il faut juste aller cogner à leur porte, puis leur redire, « Hey, Buy America, pas terrible. IRA, les voitures, je pense que ça vous fait un problème à vous aussi autant qu'à nous. » Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la diplomatie économique. Et en général, le Canada a un assez bonne track record, comment on dit ça en Moyenne français? au bâton. On a une bonne moyenne au bâton. Voilà. Donc, oui, on est dépendant des États-Unis, mais les États-Unis sont aussi dépendants de nous. Puis comme le secteur automobile, il y a vraiment beaucoup d'intégration. Ils ne pensent pas tout de suite, mais il va y avoir des acteurs à l'intérieur des États-Unis qui eux-mêmes vont aller cogner à la porte blanche. Donc, on a des alliés à l'intérieur du pays. Est-ce que vous vouliez réagir? Non, peut-être, mais je pense que il faut quand même qu'on soit préparé. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut qu'on soit préparé et il faut soit mieux préparé qu'on ne l'était au moment de la Covid. Même si au final, on s'en est sorti, on aurait potentiellement pu s'en sortir plus vite et en dépensant moins d'argent que ce qu'on a fait. Et donc, typiquement, on se souvient tous des masques, des vaccins, de la complexité qu'il y a eu à faire ça. Mais là où je te rejoins complètement, c'est sur le fait que oui, on dépend des États-Unis.
Et on a fait nos devoirs, on a identifié les produits pour lesquels on est dépendant des États-Unis, mais il faut aussi qu'on identifie les produits sur lesquels, qui sont nos atouts et sur lesquels les États-Unis sont fortement dépendants de nous. Et notamment pendant la crise des masques, on avait regardé ça avec Florian, c'était assez drôle. Donc, il y a eu cette crise au moment où Trump avait dit, mais en fait, les masques qui se posent, tous les stocks de masques qui passent par les États-Unis et qui vont au Canada, on les empêche, ils restent, c'est pour les Américains, ça reste aux États-Unis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le Canada quelle était la réaction du Canada? C'est dire, oui, mais pour fabriquer ces masques, vous avez besoin de pulpe c'est du cèdre, hein, c'est ça? Ouais. De pulpe de cèdre. Et c'est un composant essentiel pour la fabrication et ça se produit en Colombie-Britannique. Et donc, si jamais vous fermez vos portes sur les masques, nous, on vous envoie plus de pulpe de cèdre. Et donc, ça, ce genre de travail d'identifier à la fois les vulnérabilités, mais aussi les minerais, les types de biens rares sur lesquels on est très bien positionné. Il n'y a pas forcément beaucoup d'autres fournisseurs dans le monde. Et ça peut servir de levier dans les négociations qu'on va avoir. C'est vrai avec le Canada, mais c'est vrai avec d'autres pays. Donc, cette dimension-là, et ça demande une forme de préparation, puisqu'il faut identifier ces produits, il faut identifier les joueurs qui sont là. Il faut faire attention à peut-être que si cette entreprise, il en reste plus qu'une au Canada, mettre les politiques en place pour qu'elle ferme pas dans un an. Et donc, il y a toutes ces choses-là à faire, en plus de la diversification habituelle. Encore une fois, aucune idée de ce qui va se passer, mais il y a des efforts à faire pour être prêt. Et ça se fait au niveau des gouvernements et aussi au niveau des entreprises. Moi, j'ajoutais, Mélanie, vous l'avez bien dit, la diplomatie économique. Le Canada a des trade commissioners, le Québec a des délégués. J'ai fait sortir des chiffres sur les 87 milliards d'exportations du Québec vers les États-Unis. 24 milliards sont sous le territoire de la délégation du Québec à New York, 23 milliards sous la délégation du Québec à Boston, puis 14 milliards, pardon, à Chicago, puis 14 milliards à Boston. Donc, essentiellement, il y a peut-être une vingtaine de gouverneurs avec lesquels nous devons faire du travail vraiment de trancher avec eux, justement expliquer ce que Julien vous venez de dire. Quels sont les produits sur lesquels vous êtes dépendants? Quels sont les éléments que vous avez besoin dans vos chaînes d'approvisionnement? Et puis s'asseoir avec les gouverneurs et travailler au corps et leur démontrer qu'ils ne peuvent pas laisser passer des tarifs ou des mesures protectionnistes sans qu'il y ait un impact sur leurs entreprises dans leur territoire. Et je pense que si on éduque les Américains, puis je pense que c'est ça la réalité, euh, je crois que le Québec et le Canada vont gagner dans la bataille des tarifs ou des mesures protectionnistes à travers justement la diplomatie économique et l'éducation. Là, on disait que bon, c'était. Et d'ailleurs, excusez-moi, Ouais. d'ailleurs, il y a déjà un comité sous-ministériel qui a siégé ou qui s'est tenu lundi, sur lequel Investissement Québec est pour justement regarder quels sont les États, quels sont les produits et quelles mesures devrons-nous faire, puis quel est l'argumentaire que chaque délégué, chaque conseiller économique dans les délégations doit porter pour sortir, parler, convaincre les gouverneurs des États clés. Hmm. Je voulais juste revenir. On disait que par rapport aux États-Unis, c'était pas nécessairement une bonne idée, même pour eux, là, tous les tarifs qu'ils pourraient mettre en œuvre. L'autre chose que je me demande de façon un peu plus globale, si ils mettaient en œuvre tous ces effets d'annonce qui fait, est-ce que ça pourrait pas aussi tout simplement servir à la Chine qui va dire, comme elle le disait en 2007 au sommet de Davos, mettez les tarifs que vous voulez, nous on est les gardiens du libre marché, venez chez nous, nous on déréglemente. Est-ce que finalement ils sont pas en train de nourrir le colosse qu'ils essayent de maîtriser? Julien? Euh, ouais, le problème, c'est qu'il y a une forme enfin, je sais pas, le terme, c'est l'extraterritorialité. Donc, en gros, quand les États-Unis commencent à mettre des barrières sur les exportations vers un pays, les entreprises américaines ne doivent plus exporter vers ce pays. Mais ça va les fournisseurs de ces entreprises ne peuvent plus exporter non plus. Et des entreprises qui sont pas aux États-Unis, mais qui font affaire avec ce pays, ne doivent plus faire affaire avec les États-Unis. Donc, il y a cette
enfin, je pense que théoriquement, ça pourrait marcher, mais si jamais ça partait dans cette direction, c'est-à-dire dire, bah, les États-Unis se ferment, nous, on accueille tout le monde en Chine, et ça viendrait puisqu'il y aurait des tensions fortes entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis diraient, si jamais vous commencez à tous partir en Chine, vous pouvez plus faire du tout affaire avec nous. Et donc, il y a des entreprises qui l'ont fait. Je sais qu'il y a des entreprises françaises, je pense que c'était, je ne vais pas dire de bêtises, mais des constructeurs automobiles français qui avaient choisi d'aller en Iran et donc de ne pas rentrer sur le marché américain. Donc c'est un choix qu'on peut faire, mais il y a un arbitrage fort à faire. Donc c'est pour ça que cette perspective-là, elle m'étonnerait. Après que d'autres pays que la Chine tirent leurs épingles du jeu, c'est possible, mais spécifiquement la Chine, pour cette raison-là, je suis pas, Ouais, c'est les je suis moins fameuses convaincu. entity lists là, Ouais. qu'on peut trouver. Parfait. Je reviens sur je pense au marché émergent et du côté d'investissement Québec international. euh, Comment vous ciblez, comment vous diversifiez finalement les exportations québécoises? Comment vous insufflez ça? Et quelles initiatives vous mettez en place pour soutenir les entreprises dans cette démarche? Ouais, ben, on a un mandat de diversification. Malheureusement, j'ai pas le track record que Mélanie a fait référence par rapport à la diversification. C'est très difficile de convaincre les entreprises québécoises de regarder ailleurs que vers les États-Unis. Encore une fois, je pense que l'occasion qui se présente avec le retour de Trump et peut-être justement va nous aider à les encourager à le faire. Euh, il y a plein de choses que nous faisons, notamment les missions commerciales que le gouvernement du Québec fait depuis 96, ça fait presque 30 ans, des missions commerciales dirigées par des ministres d'économie ou des premiers ministres où on attire avec nous des entreprises et on profite des politiciens pour ouvrir des portes. Il y a déjà eu même, moi je suis un fervent euh, ambassadeur du retour des Teams Canada, parce que quand un premier ministre québécois voyage avec un premier ministre canadien, ça ouvre des portes que peu d'entreprises sont capables d'ouvrir et on devrait recommencer à faire ce type d'événement. Mais donc, ces missions politiques et commerciales, euh, évidemment, des experts dans toutes les délégations. On a des gens dans 20 pays, dans 36 bureaux, qui sont soit des experts sectoriels, connaissent l'industrie de la construction, ou des experts géographiques. Et donc, les entreprises québécoises peuvent bénéficier de leur expertise et elles en bénéficient de plus en plus. Les ventes fermes, qui est notre indicateur de performance à l'interne, ont été multipliés par 5 au cours des 4 dernières années. On faisait à peu près 1 milliard de ventes fermes, donc d'accompagnement d'entreprises québécoises sur les marchés étrangers. Aujourd'hui, on en fait près de 5, plus de 5. Alors, ça fonctionne. Et puis, finalement, on a une nouvelle mesure qui s'appelle des super démarcheurs. Ce sont des experts dans la soixantaine qui ont travaillé dans des industries critiques, aéronautiques, industrie d'automobile, qui ont un réseau, voyons, un carnet d'adresses excessivement intéressant que la plupart des délégués ou des trade commissioners n'ont pas. Et donc, dans les secteurs stratégiques, on a des gens avec une capacité d'amener nos entreprises au niveau décisionnel pour éventuellement les convaincre de faire affaire avec des entreprises québécoises. Donc, ce ne sont que quelques exemples, mais on pousse, on pousse, on pousse. Mais on a beau amener le cheval à l'abreuvoir, ça ne veut pas dire qu'il va boire de l'eau. Très belle métaphore. Julien? Non, juste une remarque par rapport à cette volonté de diversification. Si on prend le Québec, et je ne sais pas comment c'est dans les autres provinces, mais si on prend le Québec, c'est souvent plus naturel pour une entreprise qui est établie sur le marché québécois, de se tourner et de s'ouvrir vers le marché américain, voire vers le marché européen, que d'exporter en Ontario. Et donc, il y a cette dimension de diversification au sein du Canada qu'il ne faut pas négliger non plus et qui est en fait sous-évaluée un peu de la même manière que bah, on a des fournisseurs au Canada, mais on se fournit depuis l'Europe. Il y a aussi des marchés qui sont potentiellement quand même beaucoup plus faciles que de traverser l'océan Absolument. et pour lesquels il y a quand même beaucoup moins de tarifs, de contraintes de normes, etc. Et qui sont très peu explorés. Donc ça, c'est une autre source de diversification. À vrai dire, le deuxième marché d'exportation des entreprises québécoises, c'est le ROC, le Rest of Canada. Et pour des raisons très justes, pas de tarifs, même environnement. Et nous n'avions pas chez Investissement Québec, du moins à l'époque, au ministère de l'Économie, il n'y avait même pas d'équipe dédiée Canada. Il y en a une aujourd'hui. Et c'est assez impressionnant les chiffres que les entreprises québécoises peuvent faire. Et c'est d'autant plus important que c'est les premiers pas à l'exportation.
avant de penser peut-être enregistrer aux États-Unis, d'ouvrir une franchise, une filiale, de t'incorporer, ben, commence à essayer à vendre tes bébelles en Colombie-Britannique. Si ça fonctionne, ben, après ça, tu regarderas peut-être Plattsburgh puis l'État de New York. Mélanie, Je vais faire deux remarques. Première des choses, le commerce intra-canadien est particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que nos provinces ont chacune mis des normes qui sont pas toujours exactement les mêmes. Alors, j'ai eu le plaisir, dans une vie antérieure, de travailler sur la question. Et là, on apprend des choses comme la pizza congelée est pas la même en Saskatchewan qu'en Alberta. Puis là, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, c'est parce que les normes sont pas tout à fait les mêmes. Fait que, faut vraiment que tu te poses la question si tu veux faire de la pizza congelée pour l'Alberta ou la Saskatchewan. Parce que sinon, il va falloir que tu aies deux pizzas différentes. OK? Ça a l'air, ça a l'air que j'essaye de faire la comique, là, mais c'est un cas réel qu'on m'a expliqué. OK? Puis après ça, on parle de choses. La pizza, c'est une chose, mais on parle d'autobus pour personnes handicapées ou avec problème de mobilité. Et il y a à peu près 2 compagnies au Canada qui font des autobus pour les personnes handicapées. Puis les règles ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. OK? Donc, ça, c'est un problème qui est bien réel. Euh, et ça va de choses banales, selon moi. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris à propos de la pizza congelée, mais banales comme de la pizza congelée, à des choses comme des autobus pour des personnes avec des problèmes de mobilité. Fait que ça, c'est un problème bien réel, qui est bien connu. Et au gouvernement fédéral, on essaye, ça fait plusieurs années qu'on essaye de mettre tout le monde autour de la table et dire, hey, on réussit à faire plus de commerce international qu'intra-canadien. Il y a un petit problème. Mais on n'a pas encore réussi à convaincre tous nos homologues provinciaux de s'y attaquer vraiment. On a fait des avancées, mais on n'est pas rendu là. L'autre chose que je voudrais peut-être noter par contre, c'est que on a fait de la recherche au sein du bureau de l'économiste en chef. Puis une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les États-Unis peuvent être comme une espèce de tremplin. Donc, les compagnies vont commencer à aller à tester l'expérience d'exportation aux États-Unis. Puis après, elles vont essayer un autre marché. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'il faut vraiment les détourner du marché américain. Ça peut être en fait une façon plus facile de tester les eaux, de comprendre, de naviguer, qu'est-ce que c'est de vendre dans une autre juridiction. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a toujours un certain nombre de compagnies qui vont se lancer, qui vont essayer. Ça fonctionne pas, il arrête. Il y en a, alors, on a comme 2 types de compagnies exportatrices. On a les compagnies qui vraiment exportent de façon constante dans le temps. Donc, je me souviens pas du terme, là. En anglais, ils disent les continuing exporters, donc les exportateurs en continuité. Puis il y a les exportateurs qui en font, puis en font pas, puis en font, qui en font pas, qui en font, qui en font pas. Tu sais, ils apparaissent et disparaissent du marché. Euh, mais celles qui ont vraiment du succès, en fait, vont avoir commencé par aller aux États-Unis puis aller ailleurs après. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de se lancer en Asie alors qu'on ne connaît pas la langue. Les procédures, les normes sont complètement différentes. Au moins, on a une certaine similitude au point de vue, même juste les normes d'affaires. Tu sais, le langage non dit, là, hein? Les normes d'affaires sont relativement similaires. Donc, ça permet aux entreprises comme je disais, c'est un tremplin. Donc, faut pas trop se fâcher contre elles quand elles veulent aller aux États-Unis en premier. Non, je me fâche pas, c'est juste il faut les encourager. Oui, absolument. Absolument. Tant mieux s'ils font des affaires aux États-Unis, mais il n'y a pas juste. Mais c'est ça, ils ont peut-être besoin de plus de support aussi pour pouvoir aborder un autre marché. Écoutez, le temps passe excessivement vite. On a déjà pas mal de retard. Je vous inviterai dans la salle à vous lever pour poser des questions. On va se contenter de 1 ou 2 questions. Oui, est-ce que vous voulez aller vous mettre au micro? Je pense que si vous mettez au micro, ceux qui sont en ligne pourront vous entendre. Et étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps,
Je vous demanderai une question assez concise, s'il vous plaît. Vu que le Canada prend beaucoup d'importations des États-Unis et qu'on parle de diversité, est-ce qu'il y a des options? Quelles sont ces options? Quels sont les pays pour qui on pourrait importer? Et est-ce qu'il y a une pression des États-Unis pour maintenir ces monopoles avec le Canada? Et quels sont ces moyens de pression s'il y en a? Je suis pas certain que, peut-être c'est juste moi, mais je suis pas certain que j'ai compris votre question. Vous dites les pressions Vous voulez que des je répète? États-Unis. Vous voulez que je répète? Mm. OK. Oui. La question, c'est que le Canada importe 70% des États-Unis. OK? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres options que les États-Unis, Ah. réelles options pour le Canada d'importer pour pouvoir se diversifier? Et est-ce que les États-Unis ont une volonté de maintenir ce 70%? Et est-ce qu'ils utilisent des moyens de pression contre le Canada? Et si c'est le cas, quels sont ces moyens de pression? Ben, OK. C'est une question d'économiste, ça. C'est une question d'économiste. Alors, juste pour vous mettre en perspective, 25% de nos exportations sont dans le secteur automobile. OK? C'est parce qu'on est très, très, très intégré. Donc, pour défaire cette intégration-là, ça serait très difficile. Puis les exportations, comme disait Hubert, des fois, pensez à un système dans une voiture comme le système d'échappement. OK? Vous allez avoir une première composante qui va être produite dans un pays, elle va traverser la frontière, elle va être intégrée dans un autre morceau. Ce morceau-là va retourner aux États-Unis. Donc, 6 fois comme ça, c'est la moyenne, c'est le chiffre moyen. C'est beaucoup. Donc, mais on le compte, là. À chaque fois qu'il traverse la frontière, on le compte, OK? Donc, est-ce qu'il y a d'autres options? Ben, pour le secteur automobile, pas vraiment, en fait, OK? Ensuite, 25% de nos exportations sont des produits énergétiques. Ben, oui, on pourrait vouloir vendre ailleurs, mais c'est sûr qu'en point de vue de compétitivité, notre pétrole n'est pas nécessairement très compétitif si, par rapport à, disons, un pays arabe, pour l'Europe. C'est beaucoup moins cher à envoyer en Europe à partir du Moyen-Orient. Donc, non, c'est difficile, je dirais. Mais c'est vrai aussi pour les Américains. Ça va leur coûter beaucoup plus cher d'aller chercher du pétrole ailleurs que juste à travers le continent. OK? Donc déjà là, la moitié de nos exportations, en fait, oui, on peut chercher d'autres options, mais c'est pas clair qu'il y en a des bonnes. Puis c'est encore une question d'être, est-ce qu'on est compétitif? Après ça, là, on peut regarder dans l'autre moitié qui reste. Mais c'est ce qui nous permet justement, je parlais plus tôt, c'est ce qui nous a permis d'augmenter nos exportations outre-mer. Puis c'est comme ça qu'on peut continuer à augmenter nos... Mais il faut vraiment regarder chaque produit, puis voir là où le Canada est compétitif. Quand on parle, par exemple, d'exportation de services, ben là, il n'y a pas des coûts, tu sais, je dirais, c'est pas un machin physique, là. Il n'y a pas un coût de transport de la même façon. Mais le Canada n'est pas un pays qui... On a une augmentation de nos exportations de services, mais ce n'est pas un secteur qui est encore très important. Puis ça a à voir avec la nature de notre économie. Donc, plus que l'économie canadienne va se diversifier, plus qu'on a de chances de réussir aussi à diversifier nos exportations. Mais il ne faut pas oublier, il y a une question qui est tout simple, un principe tout simple qui est l'avantage comparé. Hein? On retourne à la base, les théories établies au 18e siècle. Voilà. Fait que de manière imagée, vous êtes mieux de rester marié que d'essayer de vous séparer. Et Ça coûte moins cher. juste comme il y a quand même cette dimension logistique, et le port de Montréal était en grève il n'y a pas longtemps, il y a toute une partie des biens qu'on importe au Canada qui transitent par les États-Unis. Oui. Et ça renforcerait tout le domaine, tout le secteur logistique au Canada si, au lieu de les faire transiter par les États-Unis, ça arrivait par le port de Montréal, ça arrivait par le port de Vancouver, etc. Donc, avant même de penser à la production et toute la partie de dépendance qui est liée à la chaîne logistique, on peut essayer de diversifier. Et c'est des choses qui se font. Là, la PDG du port de Montréal, elle disait, là, si on ferme le port, maintenant les importateurs, ils vont faire venir les choses, les biens par une autre route, et donc on va perdre des parts de marché. Si on est capable d'en perdre, on est aussi capable d'en gagner.
Donc, c'est peut-être une possibilité de... Par contre, il y a quelques années, la capacité au port de Montréal était pas mal saturée, puis c'est pour ça qu'on est en train, oui, on est en train de développer un peu plus haut. Donc, puis il y a une question de terrain, puis d'infrastructure, et ainsi de suite. Donc, oui, mais encore, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il y a toujours une question de compétitivité. Moi, je ne veux pas déborder sur l'histoire des ports, mais si on prenait le corridor Saint-Laurent comme une destination portuaire dans son ensemble, puis qu'on prenait des 9 ou 13 ports, puis on les mettait tous dans une association portuaire ou une organisation portuaire, on dirait, toi, Kakuna, t'es mieux pour faire ci, toi, Québec, t'es mieux pour faire ça, puis Montréal fait du container. Je pense qu'on tirerait pas mal mieux Alors notre là, épingle du jeu à la longue que je peux pas d'essayer de faire m'empêcher chacun de de faire un bataille de placement de clocher. produit Cyrano parce que on a un pôle de recherche justement Sur le Saint-Laurent. exactement comment Mélanie était venue d'ailleurs et dont Julien fait partie. On est sur le corridor Saint-Laurent-Grand-Lac et qui en fait représenterait la troisième économie mondiale. Donc, et l'idée, c'est un peu ça, c'est de plutôt que de voir ça en fonction des frontières politiques, mais de regarder finalement la zone économique en tant que telle et tout le potentiel que ça représente et à quel point finalement, mais alors la science des données peut nous aider à avoir un certain nombre, faire émerger justement un certain nombre de constats. Donc, en tout cas, ce sera le mot de la fin sur ce placement de produit. Merci beaucoup à tout le monde. On a déjà un peu débordé. Merci à tous nos trois invités, Mélanie, Raymond, Julien Martin, Hubert Bolduc. Merci à tous d'avoir été là et à bientôt pour un prochain événement. Je suis là pour remercier notre modératrice. Donc, joignez-vous à moi pour lui donner une bonne main d'applaudissement. Et la période de questions n'a pu être aussi longue que l'on aurait souhaité. Alors, je vous invite à demeurer dans la salle, à vous joindre à nous pour partager un verre à l'arrière dans la même salle et donc pouvoir continuer les conversations dans une façon un peu plus informelle. Un grand merci pour votre présence. Au revoir.